Bienvenue. Merci beaucoup d'être ici. Ça nous fait très plaisir de parler de notre expérience, spécifiquement dans un cours d'acoustique industrielle, mais qui est un peu plus généralisable et un peu plus général aussi. Tout d'abord, juste le titre de la présentation. Là, vous avez le dernier titre qu'on a élaboré avec Vincent parce qu'il trouvait un peu que mon titre était un peu trop complexe. Parce qu'on voulait parler de beaucoup de choses, que c'est l'intégration de beaucoup de choses, pédagogie de la coopération, plus en fait les ordinateurs, etc., en salle, en examen, en salle, en cours, etc. C'est beaucoup de choses, c'est un peu trop complexe, donc je passerai vite sur ce titre-là. Il y avait d'ailleurs un beau titre qu'on avait un petit peu mis de côté, mais qui je crois est une création d'Éric, si je crois bien, qui est assez joli comme titre parce qu'on parle d'approche technopédagogique coopérative. Donc ça serait peut-être à retenir comme titre. Donc, c'est ça. Le plan de présentation, on va parler des éléments déclencheurs tout d'abord. Donc, moi, je vais dire un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à cette approche pédagogique. Jérémy va dire comment il a embarqué là-dedans. Et puis, on va parler de différents objectifs de départ. Donc, pourquoi on a fait tout ça, puis quelles approches on a utilisées. Plus spécifiquement, on va parler de la pédagogie de la coopération, ou dit apprentissage par petits groupes. On parlera du projet de session, des outils informatiques. Là, Jérémy va embarquer à ce moment-là pour parler plus de ça. Puis on va conclure. Alors, les éléments déclencheurs, donc pour moi, ça remonte un peu assez loin. C'était quand j'étais à EDF, quand j'ai commencé à EDF aux études et recherches en France à Clamart, j'étais un peu chargé de formation pour de l'acoustique aussi. Et puis, on avait des formations en pédagogie qui duraient assez longtemps. Il y avait comme 3 semaines de formation, 3 semaines séparées. Et puis, j'avais retenu une idée que j'ai encore. Il y a 3 grandes classes en pédagogie, en méthode pédagogique. C'est les méthodes expositives, démonstratives ou actives. Et puis donc, naturellement, je me suis dit, oh là mon Dieu, j'ai eu de l'expositif dans tout mon enseignement. Puis j'ai vraiment souffert de ça. Pourquoi? Parce que souvent, j'écoutais quelqu'un, puis si je comprenais bien, ben, je pensais à autre chose. Quand je revenais, je ne comprenais plus rien. Et puis, où j'ai appris, c'est le soir chez moi, en faisant les exercices. Donc, je me suis dit, moi, je vais essayer de faire mieux. Donc, un jour, il faut que je fasse des méthodes actives. Et puis, quand j'ai commencé comme professeur à Sherbrooke, on m'avait envoyé, c'est juste avant que je rentre à l'ETS d'ailleurs, au Texas, pour voir plusieurs universités qui avaient des nouvelles méthodes pédagogiques. Et entre autres, ils intégraient les matières de base en génie avec des principes de conservation. Mais j'arrive dans une classe de dynamique, je m'assois au fond, puis je dis « Ah, on a commencé la pédagogie de la coopération. » Puis tout le monde était en petits groupes dans la classe. Donc c'est là, ça m'a donné un peu l'idée, puis le goût d'approcher ça, ceci étant une méthode très active. Et puis, dès que je suis rentré à l'ETS, en août 1993, tout de suite, j'ai fait un stage de formation de 4 jours sur la pédagogie de la coopération à Concordia. Puis, je ne me suis pas ennuyé pendant 4 jours. Okay? Donc, j'étais assez convaincu parce que c'était tellement dynamique, tellement actif que j'ai vraiment apprécié mes 4 journées. Donc, j'ai eu envie de faire ça. Bien sûr, peut-être à une échelle un peu plus modeste à l'ETS, que c'est un peu difficile de mise en œuvre quand même. Et donc, dans tous mes cours, j'ai toujours fait ça depuis donc, un peu plus de 20 ans que je suis à l'ETS. Donc, j'ai commencé par dynamique des systèmes, résistance des matériaux. J'ai fait une fois le cours de dynamique de base. Donc, ça, c'est une expérience un petit peu à part, parce que c'est un cours de 2e session, à peu près. Alors que les autres cours sont des cours plus comme vibration, acoustique avancée, ou surtout acoustique industrielle, dont on va parler un peu plus aujourd'hui. C'est des cours qui sont un peu plus avancés dans le bac, dont les étudiants ont déjà leurs petites habitudes. Donc, Jérémy. Oui, alors merci. Donc moi, pour me présenter, d'abord, effectivement, avant d'être à l'ETS, j'avais été donc chargé de cours à l'université de Sherbrooke. Donc nos destins se sont croisés avec Frédéric. En réalité, Frédéric était avant moi, puisque vous voyez que j'ai bénéficié finalement de ce qu'on a appelé les nouveaux programmes en génie mécanique, et notamment ce qu'on avait appelé les projets intégrateurs à l'époque. Et j'avais été vraiment frappé, moi aussi venant d'une éducation plus classique, à la française, très magistrale, j'avais été vraiment très frappé de voir à quel point les apprenants étaient motivés, et puis de voir vraiment ce qu'était l'implication des enseignants.
toutes les semaines, j'étais enseignant, on avait des rencontres avec un groupe étudiant qui nous disait comment ça a été dans tel cours de thermodynamique, j'ai enseigné la mécatronique, etc. Et ce feedback instantané, quasi en temps réel, m'avait vraiment, vraiment marqué. Donc ça, c'est une première motivation. Deuxièmement, en 99, j'ai vu vraiment l'occasion d'enseigner à des adultes, donc de la formation professionnelle, avec aussi des mandats en industrie, donc des grosses industries comme Noranda, dans lesquelles il fallait vraiment recycler toute une série d'ingénieurs, les former sur des nouveaux procédés. Donc là, je me suis vraiment d'abord confronté, et ça, c'était un peu mon choc aussi, à ce que j'ai appelé le directeur de technopédagogue que j'avais, c'était dans un cégep que je ne citerai pas, mais j'avais été frappé, et c'était la responsable de l'enseignement aux adultes, et j'avais été frappé d'un seul coup de découvrir qu'il existait tout un pan de sciences, de connaissances, qui s'appelait la pédagogie, et qui avait des spécialistes de pédagogie, mais alors incroyables, et quand ils me parlaient, je comprenais strictement rien. Donc je me disais, c'est vraiment marrant, ils ont l'air de vraiment tenir à certaines choses, des directives du ministère de l'enseignement, etc., mais je ne comprends pas leur langage. Donc ça, c'était un petit peu la stupeur aussi, de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire si je m'enseigne, si je me dirige vers l'enseignement. Puis effectivement, avant d'arriver donc à l'ETS, j'ai quand même eu une expérience aussi d'enseignement dans l'industrie. Donc là, cette fois, c'était vraiment avec des formations professionnelles à des ingénieurs. Et je me suis rendu compte finalement que cette expérience que j'ai acquise durant ces 10 années me sert aujourd'hui énormément, évidemment. J'ai beaucoup infusé cette connaissance-là et ça me permet vraiment de la rediffuser et c'est très agréable. Donc mon expérience de 2010 à 2015 comme prof à l'ETS, c'est vraiment que c'est une expérience qui n'est pas si différente de ce que j'ai eu précédemment. On enseigne presque à des adultes dans le sens où c'est beaucoup de maturité. En même temps, il y a cette motivation des apprenants que je sens très grande, surtout si on est très à l'écoute et qu'il y a beaucoup de mécanismes de rétroaction. Donc pour en citer un, j'ai gardé de Sherbrooke l'héritage de faire en mi-session une rétroaction de mi-parcours. Je donne dans mes étudiants 3 bons points, 3 deltas, et je trouve qu'on gagne beaucoup mutuellement, parce que j'évalue aussi leur profil, on gagne beaucoup finalement à échanger là-dessus. La chose qui me perturbe, et je reviens un petit peu à la confrontation que j'avais eue avec ce directeur pédagogique, c'est que aujourd'hui, si on regarde vraiment, si on s'intéresse à ce milieu, malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps, mais si on s'intéresse vraiment à ça, tout est possible. Et là, je cite le dernier ouvrage de Normand Baillargeon qui va déconstruire un tas de théories dont on va d'ailleurs parler aujourd'hui, comme par exemple les apprentissages par mandat ou les apprentissages par projet, etc. Et finalement, lui pense que ce sont des légendes et il cite à l'appui de nombreuses thèses et documents. Et je suis toujours troublé quand je vois finalement quelqu'un qui vous dit blanc, l'autre qui vous dit noir, et on se demande mais où est vraiment quelle est la vraie couleur. Et là, j'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai un collègue qui vient de finir une maîtrise en sciences de l'éducation et qui s'est intéressé à l'implantation finalement de la première vague de ce qu'on appelait les technologies 1.1. Donc technologie 1.1, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on fait au secondaire, d'avoir chaque apprenant à son ordinateur ou sa tablette un dispositif électronique. Et grâce à ça, évidemment, on change complètement le mode d'enseignement, le mode d'apprentissage. Et ce qu'a fait ce collègue, c'est qu'il a étudié finalement quels sont les grands effets de ces choses-là. Et la seule chose que je voulais vous partager et qui m'a vraiment beaucoup marqué, il me dit, Jérémy, des techniques, là, il y en a vraiment une infinité. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais le truc qu'on va pouvoir retrouver de façon très, très générale, c'est que des étudiants motivés, c'est lorsque le prof est motivé. Donc la motivation vient beaucoup aussi de l'enseignant. Et donc elle dit, quoi que vous fassiez, c'est bien si ça vous garde motivé. Et je crois que c'est un petit peu un des secrets ou un petit peu une des réserves qu'on va pouvoir faire par rapport à tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est qu'en gros, ça nous excite beaucoup de faire comme on fait. Et je pense que c'est un grand bonheur que j'ai eu de pouvoir travailler avec Frédéric, qui m'a beaucoup coaché, pour pouvoir effectivement mettre en pratique tout ce que lui avait appris et puis moi le mettre à ma sauce. Et je pense que c'est cette combinaison qui est vraiment intéressante. Merci Jérémy. Donc voilà un petit peu le point de départ. Okay. Donc je voulais, moi, utiliser une méthode pédagogique active. Dans le cours qui a été construit ici d'acoustique industrielle, on voulait vraiment atteindre des objectifs supérieurs d'apprentissage. Et puis, je voulais aussi utiliser des outils informatiques adaptés à l'acoustique, mais plus généralement adaptés à la réalité industrielle. Donc, pédagogie active, donc je venais de me former en pédagogie de la coopération, donc tout de suite, c'est ça, c'est par le hasard des choses que j'ai introduit ça. Les objectifs supérieurs, ça prenait un projet qui va assez loin, puisque les gens vont faire un diagnostic sur un appareil pour voir d'où vient le bruit, et ils vont reconcevoir un appareil et réaliser cet appareil, réaliser un prototype, qui n'est pas toujours très joli, mais au moins c'est un prototype qui fait une démonstration. Et puis, outils informatiques, donc le choix à l'époque, quand je suis arrivé, c'était simplement faire tous les travaux pratiques en salle informatique et aussi faire tous les examens en salle informatique. Et puis, plus récemment,
grâce aussi à l'aide du décanal, donc je vois Marie, Daniel, etc., on a fait un projet sur l'intégration des portables à l'ETS, dans les cours. Et puis, il y a eu même un projet pilote aussi, avec un chariot mobile d'ordinateurs, qui a permis de tester un petit peu l'introduction des ordinateurs dans les cours. Et puis, il y a eu deux aspects, vous voyez, 1 et 2. Un, c'était pour du calcul. Et puis, un peu plus tard, on est passé aux mesures même, donc comme on va voir aujourd'hui, vous voyez, avec un microphone ici. Alors là, j'ai fait comme une petite carte conceptuelle où le travail collaboratif en équipe est un petit peu au centre. Donc, il y a la pédagogie de la coopération, il y a le projet de session, qui tout demande du travail en équipe, donc ça se rejoint. Laboratoire de mesure se font en équipe. Les cours maintenant se faisaient toujours en équipe, mais maintenant, en plus, ils se font avec un PC qui permet de faire des mesures et du calcul. Les travaux pratiques, toujours en salle informatique. Les laboratoires de mesure sont liés directement au projet de session. Et les travaux pratiques en salle informatique sont liés à un examen qui, lui aussi, est en salle informatique. Et la nouveauté des cours qui sont avec PC permet donc de très, très bien préparer les travaux pratiques, puisqu'on commence déjà en cours de faire presque la même chose qu'en fait travaux pratiques, et de préparer aussi très bien, de préparer très bien les laboratoires de mesure, parce qu'il y a quand même toute une formation sur les appareils qu'on peut maintenant commencer, initier en cours, et pratiquer en cours. Très rapidement, peut-être, ça c'est le schéma général des cours que vous connaissez bien à l'ETS, mais disons que le cours 1 s'enchaîne avec un travaux pratique en salle informatique et le cours 2, cet ensemble là, qui est fait en continu permet d'aboutir au premier laboratoire de mesure. Donc il y a une continuité où les gens se forment en continu comme ça. Donc examen de session en salle informatique, puis à la fin, dans le cours 13, les gens vont présenter leur projet. Et l'examen final, bien sûr, est en salle informatique aussi. Alors, maintenant, je parle un peu de pédagogie de la coopération. Le principe, là, que j'ai un petit peu reformulé à ma façon, et souvent ce qu'on entend, c'est qu'on va faire travailler les gens en petits groupes pour qu'il y ait une interdépendance positive, donc, au sein de l'équipe. Et puis, dans notre formation qu'on avait eue à l'époque, et puis il y a encore un site web qui parle de pédagogie de la coopération, c'est beaucoup les frères David et Robert Johnson qui ont beaucoup écrit sur le sujet, qui ont fait beaucoup de recherches sur le sujet. Puis, entre autres, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que dans un cours selon cette approche, les gens vont retenir à peu près 50-60% de la matière versus 20% dans le meilleur des cours magistraux. Donc, il y a un bénéfice au point de vue apprentissage. Des petites choses très pratiques, de mise en œuvre pratique. Donc, dans notre cours à acoustique industrielle, on forme les équipes au premier cours pour donner le ton à la session. Okay? Parce que c'est aussi important que les gens se disent, dans ce cours, c'est en équipe, donc c'est tout de suite, tout de suite. La durée, donc ça dure toute la session. Et la composition, donc, idéalement, si on veut que les gens profitent du travail en équipe pour apprendre à travailler en équipe, il vaut mieux des équipes hétérogènes. Okay? Et ça, je l'ai fait juste une fois dans le cours de dynamique en deuxième session, parce qu'il venait de cours comme MEC 111, MEC 129, comme 129, où ils travaillent déjà en équipe. Donc, eux étaient très, très ouverts à ce que tout de suite, on passe en équipe après la pause. Ils avaient fait des équipes hétérogènes, ils sont revenus après la pause, ils sont arrêtés à la porte d'entrée, ils ont dit « dites-nous où on se met dans les équipes ». J'en revenais pas, parce que j'avais essayé avant dans des cours plus avancés où les gens ils disaient « quoi, il faut se mettre en équipe, pourquoi ?» Puis ils oubliaient au cours suivant qu'il fallait se mettre en équipe. Donc en pratique, aussi pour ne pas trop forcer les gens qui ont déjà leurs petites habitudes, on les laisse libres de se mettre dans les équipes qu'ils veulent. Et aussi on a limité en pratique à 4 étudiants maximum. Une des raisons, c'est, remarquez ces salles de cours, c'est facile de grouper 4 personnes sans trop bouger le mobilier, qui est un des problèmes qu'on peut avoir. Et puis aussi, c'est plus simple de gérer 4 que de gérer des grosses équipes. Et puis 3 étudiants au minimum, parce qu'en dessous de ça, c'est plus vraiment une équipe, il n'y a pas une dynamique particulière.
Alors, voilà l'espace dont je parlais. Idéalement, on voudrait des tables rondes dans les cours. Puis ça se fait aux États-Unis. Il y a des cours où j'avais fait un peu de suivi sur Texas A&M. Mais ils étaient passés à que des tables rondes et le professeur faisait presque plus d'exposés. Et ils avaient allongé la durée des cours. Au lieu de 50 minutes, ils étaient passés à 75 minutes de cours, parce qu'il faut des cours un peu plus longs. Alors nous, on est bien placés, on a des cours d'1h30, c'est idéal. En pratique, ça je l'ai fait quand je suis arrivé à l'ETS, il y avait des tables que je remettais comme ça, là. On me chicanait un peu parce que je bousculais un peu les salles de cours. Et puis, en pratique, depuis qu'on a ces tables-là, souvent, c'est ça qui est très, très facile à utiliser. On n'a pas à bouger les tables. Donc, c'est un compromis. Alors, c'est sûr qu'il faut que les gens soient bien conscients qu'il y a un double but dans l'équipe. Il y a le but très, très professionnel qui va leur servir pour plus tard, mener à bien la tâche commune, mais il y a un but pédagogique. Il faut vraiment favoriser l'apprentissage de tous les membres du groupe. Okay. Donc, c'est ça qu'il faut bien leur faire comprendre au début. Il y a plein de règles de fonctionnement, mais la plus frappante, c'est qu'il faut poser une question d'abord dans l'équipe avant de la poser au professeur. Puis si l'équipe n'arrive pas, là, on peut demander de l'aide. Et puis aussi, quelque chose qui est motivant, parce qu'il y a des gens que je dis, moi, je comprends tout. Je ne vois pas pourquoi j'expliquerai à des gens qui ne comprennent rien. Okay? Je perds mon temps. Mais on dit non, si tu vas expliquer, tu vas mieux comprendre la matière, parce que c'est justement quand les professeurs, les enseignants, quand ils commencent à enseigner, c'est là qu'ils comprennent vraiment la matière. Donc c'est vrai donc, pour les étudiants. Et puis, celui qui n'a pas compris, il en a une explication autre que celle du professeur, et souvent ça lui permet justement de comprendre. Donc c'est ça les grands principes. Donc, pour le professeur, pour l'enseignant, ce qui est difficile, ce qui est important et difficile, donc ce qui est important, c'est de choisir des activités qui doivent être très variées, qu'il y avoir beaucoup d'activités différentes. Et puis, pour préparer ces activités, c'est beaucoup de travail. Alors, une façon très simple au début de commencer, c'est de mélanger un exposé magistral et puis exercice d'application, qui rapproche beaucoup de l'approche très, très classique. La différence, c'est que les gens sont maintenant toujours en équipe et ils ont l'habitude de leur équipe, donc il y a beaucoup d'interactions dans leur équipe. Oui, alors aussi, donc, les activités, alors comme belle activité, il y en a une, c'est dur à trouver. Donc, il y en a une, c'est ça, je donne une bouteille d'eau à chaque équipe, puis je leur demande de boire une certaine quantité d'eau chacun. Puis après, ils doivent donc mesurer la fréquence du résonateur de Helmholtz. Donc c'est pas difficile de générer le son. Et puis, donc, ils peuvent mesurer donc là, on voit un graphe, donc il y a une fréquence à reconnaître. Puis il faut qu'ils le calculent avec leur ordinateur aussi, puis qu'ils voient s'il y a cohérence. Puis après, on va au tableau, puis on dit équipe 1, équipe 2, qu'est-ce que vous avez trouvé, etc. Donc il y a une petite stimulation. Puis il n'y a personne qui trouve pareil aussi. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc chacun a besoin de donner sa réponse pour équipe. Donc c'est ça qui est un peu difficile à trouver des activités. Donc l'évaluation, donc il y a eu comme classiquement deux types, normative ou critériée. Donc normative, ça encourage la compétition. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut une évaluation critériée où on dit si vous atteignez tel niveau de résultat, puis ça c'est A+, que tout le monde a A+, il n'y a pas de problème, vous aurez tous A+. Puis, vu qu'il y a certains examens qui sont à peu près toujours pareils, parce que ça, c'est idéal, mais disons, mes examens, ils sont assez classiques, ils sont assez normalisés. Donc, si vous avez vraiment réussi, puis je donne A+ à tout le monde, je n'aurai pas de problème d'administration, je pourrais leur dire, écoutez, ils ont vraiment mérité ça. En pratique, ce qui arrive en pratique, c'est que ça dépend des groupes. Mais il y a eu des cours où il n'y a personne qui a eu A+, parce qu'à la fin de le projet, il n'y avait aucune équipe qui avait été assez motivée. Donc ça peut arriver. Mais au moins, ils savent que s'ils atteignent ce niveau-là, oui, ils auront cette note-là. Ils ne peuvent pas avoir moins. Et donc, dans ce cadre-là, ça leur permet de dire ça vaut la peine que j'aide les autres.
Ça ne va pas me nuire. Donc, avantages, inconvénients. Donc, les étudiants sont très impliqués, là, tout le temps. D'ailleurs, en pratique, quand on le fait, on le voit bien. Parce que ça m'arrive aussi de fois de parler trop longtemps. Une fois, je vais parler assez longtemps. Puis à l'époque, c'était des calculatrices. J'ai dit, ben maintenant, allez, vous avez ça à faire calculer. Personne sortait la calculatrice. Ils attendaient que je continue à parler. Donc, la fois d'après, j'ai commencé par tout de suite une activité. Puis là, ils en calculent. Et puis, on l'a vu avec Jérémy aussi. Je disais, quand ils s'y mettent, ils ne voient plus la pause. À la pause, ils n'y pensent pas. Et ils veulent continuer. Donc, c'est ça aussi que, quand tu parlais de motivation pour les professeurs, c'est ça qui est motivant le professeur parce qu'on les sent vraiment dans l'activité. Donc, il y a un suivi en temps réel qu'on fait, on sait tout de suite, ils ont compris, pas compris. Puis ça arrive souvent qu'il y a des choses, on a mal expliqué, il a compris, OK, personne n'a compris, je recommence, on repart comme ça, etc. Donc, c'est assez dynamique, agréable pour un professeur. L'inconvénient, OK, puis souvent les gens me disent, mais comment on fait pour présenter toute la matière? On présente moins de matière. Okay. Donc, on va essayer de trouver les solutions que je donne déjà, puis je donnerai peut-être en conclusion aussi. Il y a eu des exposés sur la classe inversée, OK? Puis ça serait une solution que, effectivement, il y a des choses de base peut-être à apprendre en dehors. Et puis quand on vient en classe, on met ça en œuvre. Donc, ça serait ça nous aiderait beaucoup si on faisait ça dans cette approche. Et puis aussi des tests, donc c'est ça. Donc, justement, cet apprentissage en dehors, ça serait très intéressant. Et puis, Jérémy a commencé un petit peu à mettre sur pied quelques tests, là, cette session. Donc, voilà, c'est à poursuivre. Et puis, je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme une interaction entre les différentes approches actives. Projet de session, je vais peut-être quand même passer relativement vite. Je vous expliquais, faut qu'il démontre qu'il est faisable, que c'est faisable. Donc c'est le proof of concept en anglais, la démonstration de faisabilité, de réduire le bruit d'un appareil. Ça peut être appareil culinaire souvent, sèche-cheveux, batteur, etc. Mélangeur. Des fois on a fait une scie sauteuse, enfin toutes sortes d'appareils. Puis il faut qu'ils gardent leur performance aussi quand même. Et puis, donc, il faut qu'ils définissent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors, ils se mettent ils se mettent toujours en situation simulée industrielle. On est dans l'industrie, on est des consultants pour industriels, ou on est une équipe d'acousticiens dans une industrie. Puis, on veut convaincre le patron de modifier son produit. Donc, on va faire tout ce qu'il faut. Il y a certains objectifs qu'on va atteindre. On va faire un diagnostic, puis on va faire une nouvelle conception, et on va faire un essai, puis présenter cette solution lors du dernier cours. C'est intégré surtout dans les 3 dernières séances de laboratoire de la session. Les 3 premières sont plus un apprentissage plus général sur les mesures. Il y a un rapport intermédiaire et il présente donc, comme je l'ai dit, au dernier cours. Et un rapport final, bien sûr. Alors là, j'ai rapidement mis les objectifs atteints. C'est le diagnostic, synthèse, conception, solution, et analyse critique de solution, c'est le dernier niveau, l'évaluation qu'ils en font. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour le projet? On a besoin d'un espace informatisé de travail collaboratif. Okay? Donc, au tout début, j'utilisais Claroline, que c'était Claroline qu'on avait un petit peu utilisé à l'ETS, puis maintenant on est passé à Moodle. En passant, j'ai un peu regretté le passage de l'un à l'autre, parce que dans Claroline, il y avait un espace de travail où ils pouvaient déposer leurs fichiers. Alors que maintenant, ils l'ont plus pareil. Donc maintenant, ils vont des fois sur Dropbox, Google Doc, Google Drive, ils ne sont pas trop dedans, etc. Donc, ça, c'est des problèmes plus techniques, donc, qui pourront être résolus. Former des équipes, les équipes sont automatiquement formées dans le premier cours. Et puis, il faut quand même suivre les équipes, parce que c'est important. Puis, c'est un problème qu'on a en général, pas juste pour ce cours-là, pour tous les cours, il y a des travaux d'équipe. Donc, il y a un questionnaire. Je me suis un peu inspiré aussi de ce qui se fait en MEC 111, MEC 129. Okay. Puis, donc, typiquement, voilà, ils remplissent comme ça systématiquement, dès qu'ils font un laboratoire, le projet. Il faut qu'ils réfléchissent un petit peu, est-ce qu'ils ont bien travaillé ensemble?
Et puis, à la fin, il faut qu'ils donnent le pourcentage de contribution de chacun. Donc, mettons Bernard 70, l'autre 110, 110, 110. Okay? Donc, ça permet aussi de pondérer la note finale avec ça. Okay? Et ils en sont conscients. Au début, c'était un petit peu plus... Il y avait un aspect secret à la fin, là, puis maintenant, c'est vraiment ouvert, c'est-à-dire ils en discutent eux-mêmes et puis ils se mettent d'accord sur ça. Très, très utile, surtout pour les cas extrêmes. Il y a des étudiants, mettons 1 sur 30, il ne fait rien du tout. Il a 0, puis ce n'est pas contestable. Alors que sans ce moyen-là, je ne pouvais rien faire, tandis que là, j'ai un moyen officiel de dire, ben, il n'a rien fait. Et ça arrivait dans l'association, c'est rare, ça arrivait, quelqu'un a eu à 0 plusieurs laboratoires et s'est repris à la fin. Mais il n'a pas une bonne note à la fin, ça c'est sûr. Donc là, quelques petites images. Ça, c'est quand on vérifie les performances d'un sèche-cheveux silencieux. On vérifie si le débit d'air est conservé. Hein, parce que s'il ne souffle plus, ben, il fait peut-être plus de bruit, mais il ne sert plus à rien. Donc ça, c'est la mesure acoustique. Et puis ça, c'est l'équipe qui, généralement, est très contente à la fin d'avoir fait quelque chose de leurs mains. Là, ils ont un produit à montrer. Donc, et puis là, je laisse la parole à Jérémy pour les outils informatiques. Oui, donc comme vous avez compris, on a effectivement beaucoup utilisé donc, les outils informatiques maintenant en cours, mais au départ, c'était essentiellement donc, pour les travaux pratiques et les examens. Donc les travaux pratiques se faisaient en laboratoire informatique, puis essentiellement avec les 2 logiciels que l'on connaît, donc MATLAB, qui est bien adapté justement pour l'acoustique parce qu'il fait du calcul matriciel, donc par exemple à toutes les fréquences, on va pouvoir faire ça très rapidement. Mais on a aussi réalisé que finalement, pour des raisons un petit peu plus pratiques, plus réalistes, on avait besoin d'avoir aussi Excel, parce que par exemple MATLAB n'est pas forcément toujours disponible en industrie, Excel l'est toujours, et puis par ailleurs, souvent les étudiants sont beaucoup plus familiers avec un chiffrier qu'avec le logiciel MATLAB, même si MATLAB était quand même utilisé dans d'autres cours de l'ETS. Ce qui est nouveau donc maintenant, c'est de vraiment avoir ces mêmes logiciels, donc MATLAB et Excel, qui sont en cours utilisés. Donc là, vous n'avez pas de PC, mais en cours, moi, je m'attends à avoir effectivement les étudiants qui ont soit MATLAB, soit Excel d'ouvert, ainsi qu'un logiciel que je vais vous présenter dans un instant. Et même chose pour les travaux pratiques devant l'ordinateur avec ces mêmes logiciels. Et en examen, eh bien, on a effectivement une évaluation qui se fait avec l'ordinateur. Sans ordinateur, il y a beaucoup de calculs qu'ils ne peuvent pas faire. Puis d'ailleurs, c'est un point qu'on n'avait peut-être pas mentionné, mais comme on insiste beaucoup pour qu'en acoustique, ils aient les bons réflexes, on leur fait faire, figurez-vous, du par cœur. Donc dans l'examen, on sépare l'examen en 2 parties, et il y a un 20 minutes qui est un 20 minutes sans aucune documentation permise, où on leur demande les grands principes. On leur dit, si sur ce mur de gyps, je double la masse surfacique, de combien j'augmente la perte par transmission? Réponse instantanée, 6 dB, il faut le savoir, il n'y a pas coupé. Donc ça, c'était une idée de Frédéric, puis qui était un petit peu dur à instaurer, mais qui finalement marche très bien. Et au Lintra, au final, on le fait de façon systématique. Et puis ensuite, le 2h40 pour l'informatique. Donc, les PC en cours sont évidemment faits pour faire des calculs, et ça, c'était un peu une surprise lorsque Frédéric a introduit vraiment pour la première fois l'utilisation d'un outil puissant. On s'est rendu compte que tous les exercices qu'on leur soumettait au préalable étaient beaucoup trop simples. Puisque maintenant, au lieu de résoudre le problème à une fréquence, on peut le résoudre à 20 000 fréquences. Ce n'est pas tellement plus compliqué en MATLAB ou en Excel de le faire pour 20 000. Mais si j'ai les 20 000 fréquences ou 8 bandes d'octaves, ben, j'ai un résultat beaucoup plus intéressant sur lequel on va pouvoir discuter. Donc ça, c'était un gros bénéfice et qui justifiait effectivement d'avoir l'ordinateur, puisque maintenant, on fait des calculs, par exemple, fréquentiels plus complexes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'est servi de l'ordinateur pour faire quelque chose qu'on aime bien faire en acoustique, à savoir des mesures. Donc vous savez, et vous en avez vu une tout à l'heure que j'ai faite pendant que Frédéric parlait, on va pouvoir faire des mesures acoustiques, donc avec typiquement des microphones, des systèmes d'acquisition, et c'est le système qu'on va leur prêter à chaque étudiant. Donc chacun des 30 ou 36 étudiants va avoir pour la session un microphone USB, donc vous voyez, qui est de bonne facture, qui marche très bien, et qui va pouvoir utiliser dans sa vie quotidienne, mesurer chez lui le bruit qu'il a dans son salon, le bruit que fait son moteur d'échappement. On a beaucoup de gens qui sont dans des clubs étudiants très intéressés par l'acoustique pour la motoneige, pour telle chose, etc. Donc c'est vraiment concret pour eux. Et la beauté, c'est que c'est exactement la même interface que je vous ai présentée tout à l'heure ou que vous avez vue rapidement. Et cette interface, je peux vous la montrer. Je vais juste vous montrer, par exemple, lorsque je vous parle, comme c'est en ce moment. Je vous parle, et ça, c'est un logiciel d'acquisition qui fonctionne et qui est disponible sur leur PC. Donc, ils peuvent faire des mesures durant le cours, et lorsqu'ils sont en laboratoire, on va juste remplacer ce microphone qui coûte $50 par un microphone qui coûte $2000.
ne change pas grand-chose, sauf qu'effectivement, la mesure ici va être certifiable et beaucoup plus précise, en principe, avec moins d'incertitude. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé les pratiques pour les étudiants, puisque maintenant, donc, ils peuvent avoir aussi bien le même appareil durant le cours que durant le laboratoire, donc ils sont très familiers avec l'interface. On peut faire beaucoup de démonstrations en cours qui n'étaient pas possibles auparavant. Et pour vous donner une idée, par exemple, on va faire une plongée à 800 mètres sous la mer, dans un sous-marin, dans la salle des machines d'un sous-marin australien. Et je vais vous demander de mesurer le niveau de pression acoustique et de calculer s'il y a ou non un risque de traumatisme auditif, et si oui, de me dire quel serait le temps maximum qu'un technicien de maintenance pourrait passer dans ce local sans protection, avec une protection, etc. Donc, pendant que le bruit va être généré, on va faire une mesure qu'on va lancer, et on va pouvoir voir donc directement le résultat, par exemple en dBA. Donc ici, le chiffre va remonter. Si on le fait boucler, excuse-moi Frédéric, j'ai oublié de réappuyer. Voilà, donc le niveau global, on l'a vu bouger, donc il était monté à 76 ou quelque chose comme ça. C'est des dB, oui, c'est des dB qui sont pondérés à, si on a bien mis la bonne pondération. Et puis, ils vont pouvoir donc exporter ces données, par exemple, dans des fichiers Excel et faire le calcul ensuite parce que, selon la réglementation québécoise, on revient d'Australie au Québec, selon la réglementation québécoise, quand il y a une bande prédominante, quelque chose qui scille, comme on entendait, un silement, il y a une pénalité à appliquer, des choses comme ça. Donc ça devient très très concret pour eux et ils sont très très frappés par ça, par le côté très appliqué de la recherche ou de la mesure. Donc là, c'était un petit peu d'illustration parce qu'on n'a pas mis beaucoup de couleurs jusqu'à présent. Donc ce qu'on voulait vous montrer ici, c'est qu'effectivement, dans l'enseignement, il y a une part évidemment un petit peu magistrale. Donc là, vous me voyez par exemple exposé au tableau la loi de la décroissance acoustique en fonction de la distance. Ce que vous pouvez voir, c'est que les étudiants ont devant, d'abord m'écoutent. Alors il faut quand même que je précise le contexte des photos. Frédéric, et je le remercie beaucoup, a passé, lorsque j'ai donné ce cours pour la première fois, il a passé les 13 séances à être au fond de la classe, à tout noter. Alors j'avais un verbatim, il me le donnait après chaque heure, il me disait « Ok, à 8h37, tu as dit ça, à 8h38, on t'a posé telle question, etc. » Enfin, tout était là. Et il y avait évidemment des photos, beaucoup de photos pour supporter à la fois ce que j'écrivais au tableau, ce que j'avais pu faire comme manipulation, parce qu'il y a beaucoup de manipulation aussi au pupitre. Et donc, cette photo, elle est prise, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle est prise à l'insu des étudiants. Les étudiants ne font même plus attention au bout de 13 semaines à Frédéric. Et donc, ce que vous voyez quand même, c'est qu'ils portent malgré tout attention à ce qu'on leur dit, même s'ils ont un PC devant eux. Et le PC, si vous regardez ce qu'ils ont, ils ont typiquement le logiciel que vous avez vu. On le reconnaît ici. Donc, des deux côtés de la salle, on a à peu près la même configuration. Là, c'est une période très différente. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a deux types d'activités qui vont avoir lieu simultanément. C'est une période d'exercice dont on parlait. Alors, vous voyez que les étudiants se sont regroupés. Vous voyez même un étudiant qui fait face à son coéquipier. Parce que là, ils sont effectivement en train de travailler. Et vous pouvez deviner que c'est un exercice qui est sans ordinateur. Donc là, c'est un exercice de réflexion. Ils ont même fermé les PC. Et vous pouvez voir que pendant ce temps-là, effectivement, moi, je fais autre chose. Et ça, à mon avis, c'est aussi un peu révélateur. Regardez, vous le ferez dans vos classes. Vous essayerez de monter sur la table pour mettre la netteté du rétroprojecteur. Et regardez si les étudiants sont capables de rester concentrés sur l'exercice ou non. Là, ce que je comprends de ça, puis je ne l'avais pas vu avant que Frédéric la mette dans la diapo, mais c'est qu'effectivement, les étudiants sont concentrés sur ce qu'ils doivent faire. Et vous voyez même le genre d'interaction qu'ils ont. On a dit par équipe. Bon, mais ce n'est pas toujours possible d'être... Là, ils ne pouvaient pas être 4, donc le 4e équipier est venu derrière pour porter main forte. Même chose pour les 2 autres équipiers qui viennent. Donc il y a aussi l'interaction naturelle qu'ils ont lors des séances d'exercice. Et il faut croire que ça me prend du temps pour régler la netteté, mais ça ne s'est passé qu'une seule fois. Un autre type d'exercice, cette fois, et vous pouvez deviner que cette fois, on utilise l'ordinateur. Donc vous les voyez qui sont tous effectivement concentrés sur l'ordinateur. Là, encore une fois, des équipes qui se forment un petit peu avec un peu de manipulation, des équipes debout. Et puis là, évidemment, je peux me déplacer pendant les exercices. On a dit que lorsque les questions étaient adressées, elles sont d'abord adressées au groupe en principe, mais éventuellement, je viens en renfort s'il y a besoin. Et là, c'était une demande individuelle. Donc je pense que ça illustre un petit peu de façon générale la dynamique dans la classe. Et puis ce que j'aime beaucoup faire, parce que c'est peut-être mon background de physique, en physique, il y avait toujours ce qu'on appelait les manipulations, les manips. Et donc je me targue de faire effectivement des démonstrations qui sont assez vivantes de ce qu'on va mesurer. Donc là, je pense que c'était un silencieux. Donc on va mesurer live, un petit peu comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, la réponse acoustique. Et donc ils vont vraiment pouvoir comprendre les principes en même temps qu'ils les entendent. Donc c'est assez intéressant aussi pour ça. Donc voilà les animations que je voulais vous présenter.
Et puis, ben, parfois, ce n'est pas juste l'enseignant qui est au tableau. Donc, on l'a vu, il y a lors des projets de fin d'équipe, des projets de fin de cours, on mesure ici donc, le sèche-cheveux. Vous voyez qu'il a pris pas mal de poids et de longueur depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est un sèche-cheveux très, très performant. Et on en évalue présentement, vous voyez, on est en train de faire la mesure de bruit. Donc, on regarde encore une fois le niveau en dBA de ce sèche-cheveux. Et les étudiants donc, vont ensuite faire leur présentation avec le laïus de pourquoi ils ont fait telle approche, pourquoi ils se sont permis de faire un silencieux aussi long, etc. Mais il y aura une mesure qu'ils auront fait devant la classe. Donc voilà, donc, je laisse conclure Frédéric. Une conclusion peut-être assez simple. Donc, rapidement, je rappelle les plus des trois approches. Donc, pédagogie de la coopération, donc c'est la participation active, c'est une méthode active. Un projet de session, c'est pour les plus hauts objectifs d'apprentissage. Et puis, l'outil informatique de façon intensive, et c'est que ça nous permet de résoudre des problèmes très proches de la réalité industrielle. Les difficultés, okay, donc j'en ai mis que 2. Donc, les étudiants ont une petite réticence parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça, surtout si ça commence vers la fin du bac. Si c'est en première année, c'est plus facile. Et puis l'autre difficulté dont j'ai déjà parlé, c'est qu'il y a moins de matière qu'on voit en cours. Donc il y a comme 2 solutions qui vont avec ça. Okay. La première, donc c'est tranquillement, ce qui est en train de se faire, c'est de continuer. Il faut continuer à changer la culture ETS en ayant de plus en plus de méthodes actives. Et quand ils arrivent à l'ETS, ils vont se dire « Ah, à l'ETS, c'est différent, c'est comme ça ». Dès le début. Donc ça se fait déjà, mais il faut encourager tout le monde. Donc l'appui additionnel, donc je suis content, au fond de la salle, c'est un peu pour vous. Il faut continuer à encourager tout le monde dans ce sens-là, parce que quand la direction de l'institution pousse, c'est sûr qu'il y a plus de choses qui se passent. Dans tout ce que j'ai visité, là, comme endroit aux États-Unis, c'était souvent, par exemple, au Texas A&M, c'est des professeurs qui étaient toujours en fin de carrière, avec un appui de la direction qui avait initié un programme majeur. Et puis donc ça, je l'ai un peu déjà dit, c'est donc pour notre problème qu'on a en ce moment, moins de matière couverte en cours, il faut compléter avec d'autres approches. Et c'est là qu'il y a une synergie entre les approches qui est possible et qui est encourageante. Donc je vous remercie. Merci de la présentation. Étant professeur de logiciel, j'ai trouvé ça très intéressant. Je n'ai jamais eu de séchoir à cheveux dans mes cours. C'est intéressant. Ma question est, comment gérez-vous le plagiat dans les examens avec ordinateur? Le problème est un problème de base pour tout le monde. Ça dépend ce qu'on entend par plagiat. Donc, ils ont un problème à résoudre. Donc, le problème est original. Il n'a jamais été fait ailleurs. Donc, ils ont tous les outils, ils ont tout à leur disposition. Et la seule difficulté qu'on aurait, qui n'est pas vraiment du plagiat, mais ça serait plutôt qu'il y ait une collaboration avec d'autres étudiants. Et ça, c'est un problème qu'on a eu depuis le début. Puis, en salle informatique, à un moment, il y avait un logiciel qui permettait de contrôler tout ça, donc c'était bien. Après, ça a disparu. Donc, on en est un peu au fait que le chargé, que la personne qui surveille, on lui conseille de toujours d'être au fond de la salle, de regarder tous les écrans, puis ils sont bien avertis que s'ils font une communication avec d'autres, que c'est visible sur l'écran. Donc là, ils seront pénalisés, ça c'est certain. Okay. Mais c'est un problème. J'ai vu d'autres choses, comme à Moncton, ils avaient un logiciel qui a disparu depuis, qui faisait un très très bon contrôle, c'est-à-dire que les étudiants ne pouvaient pas utiliser autre chose que certains logiciels sur l'ordinateur, c'était tout bloqué. Okay. Mais depuis, ce logiciel a disparu à Moncton, même ils l'ont perdu. Okay. Donc c'est un problème récurrent, mais maintenant donc on les laisse libres, mais ils sont surveillés. Donc
Voilà. Mais si je puis me permettre, c'est un point qui est très très pertinent, puis qui, moi, un petit peu me touchait d'un point de vue un peu techno. Et j'ai souvent demandé à ce qu'on puisse effectivement avoir une restriction WAN, qu'on ne puisse pas aller à l'extérieur, mais qu'on ait accès au LAN et au Moodle notamment, parce que sur le Moodle sont les notes de cours, se trouvent les exercices qu'ils avaient faits de façon collaborative. Et s'ils s'amusaient à échanger des documents sur Moodle de façon collaborative, évidemment, il y avait une trace. Donc ça, c'est ce que j'ai demandé. Puis d'ailleurs, j'ai fait la demande officiellement pour cette fin de session. Donc je vais voir si on est capable effectivement de me redonner, comme ça peut se faire n'importe où, là, mais de redonner un ordinateur qui a accès au réseau intranet, mais pas à l'extranet. Et ce serait, à mon avis, un gros plus, en tout cas pour nous. Est-ce que vous utilisez encore la calculatrice? Parce que je vois que vous utilisez les logiciels. Je vois qu'il y a eu un pas de plus. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Oui, la calculatrice, moi aussi, je l'ai utilisée dans d'autres cours. Comme le cours de dynamique, je l'ai utilisé de façon intense, la calculatrice, puisque j'avais comme un grand amphithéâtre, beaucoup de monde, puis il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Et puis, je leur ai fait programmer des choses. Et donc, à l'époque, il n'y avait que cet outil dans le cours de dynamique et pas d'ordinateur. Donc, c'était un outil unique. Puis, ils venaient de l'utiliser beaucoup en première session, c'était en deuxième session. Donc, ça remplissait vraiment bien le besoin. Quand on arrive en fin de bac, où ils ont utilisé la calculatrice, mais plutôt comme solve, okay? Donc c'est de façon boîte noire, okay? Ils sont réticents à la programmation. Donc, j'ai des fois utilisé la calculatrice en parallèle avec l'ordinateur. Donc, ça faisait quelque chose de plus à programmer avec un langage qui ressemble à MATLAB, mais qui n'est pas tout à fait MATLAB. Et donc, il faut reconnaître que nos étudiants en mécanique aussi ne sont pas des gens qui adorent l'informatique. Okay? Par rapport, mettons, à génie électrique ou logiciel, etc. Ils aiment un peu moins ça. Donc, il faut quand même bien focusser sur quelque chose pour qu'ils apprennent. Donc, quand il y avait MATLAB, Excel, et puis la calculatrice à peut-être programmer, c'était beaucoup leur demander. Donc, maintenant, le pas de prendre l'ordinateur en classe, ça donnait plus de cohérence avec toutes les séances, avec le laboratoire, avec les séances de travaux pratiques. Et donc, on a supprimé la calculatrice en classe, puisqu'il y a des ordinateurs qui font plus que ce que la calculatrice pourrait faire. Et les étudiants n'ont pas de résistance, finalement, ils utilisent naturellement le MATLAB ou Excel dans la démarche? Ils utilisent plus facilement Excel qu'autre chose, parce que c'est un logiciel qui est très commun. C'est pour ça qu'on a réintroduit Excel. En plus, il faut dire que c'est quand même adapté à certains problèmes de base. Dans la première partie du cours, c'est adapté. Les consultants l'utilisent aussi. Mais MATLAB, c'est souvent utilisé, il faut dire, c'est qu'on ne les fait pas beaucoup programmer. Okay? Donc, ils ont un cours de programmation sur MATLAB, mais après, ils oublient un peu. Quand ils arrivent, ils ne sont pas trop enclins à programmer. Donc, c'est un peu demandant pour eux. Donc, ils ne l'utilisent pas naturellement, il faut leur demander. Mais je pense qu'un des gros avantages, c'est justement, on le fait temporiser, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par Excel, on leur dit faisons les calculs simples, l'acoustique prédictive avec Excel, puis ils se rendent compte que finalement ça devient un petit peu compliqué, puis quand on vient vraiment dans la deuxième partie du cours où c'est très très compliqué, je leur dis vas-y fais-le avec Excel si tu veux, mais ça va être, on l'a dit, 22 000 fréquences. Et tu es prêt à recopier 22 000 fois ton calcul? Non. Tu vas préférer faire une matrice. Donc c'est un petit peu comme ça que la transition se fait naturellement par MATLAB, ils voient bien la valeur. Alors on ne leur passe pas à travers la gorge, c'est eux qui découvrent que ah ouais c'est vraiment beaucoup plus simple avec MATLAB. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on pourrait dire que vous faites un peu le laboratoire inversé, en quelque sorte, puisque vous amenez une partie laboratoire à l'intérieur du cours et ça vous permet peut-être d'aller plus loin après ça dans les laboratoires, si j'ai bien compris, avec du matériel plus sophistiqué? Moi, je crois que et puis c'est aussi parce que là, ça fait donc 3 ans qu'on a les rétroactions. Enfin, moi, je vois les rétroactions du cours. Ce que je vois vraiment, c'est que c'est vraiment la boucle est bouclée là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure qu'on va faire ici qui n'a pas une utilité finale, qui ne sert pas à quelque chose. Donc c'est vraiment ça qui les frappe. Ils disent waouh, qu'est-ce que tout a du sens. Et puis à la fin, on est content parce qu'on a vraiment vu que ça faisait une boucle. Donc je pense que c'est surtout ça la force et la satisfaction mutuelle là, que j'ai et qu'ils ont. Mais et puis effectivement, ça peut être le fait qu'on pratique déjà un petit peu le gros plan sur le laboratoire, etc. En classe, effectivement, fait que c'est un peu un flip laboratoire, mais... On a amené un peu de labo en classe. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Mais je te laisse la terminologie pour le pédagogique. Moi aussi, j'avais une question relativement à qu'est-ce que vous faites en classe. Donc, on sait qu'il y a un peu de
d'apprentissage actif. On sait aussi qu'il y a un peu de magistral. C'est quoi la proportion magistral versus actif, par exemple, dans un cours de 3 heures? Puis est-ce que ça varie dans la session aussi? Très simplement, j'ai souvent du mal avec le premier cours où le magistral prend beaucoup de place parce que, peut-être un peu bêtement, mais je veux leur expliquer pour le cours, comment on va structurer, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, puis pourquoi je forme des équipes. Donc, à mon goût, je passe un peu trop de temps. Donc là, le magistral prend, mettons, 1h30, c'est très magistral. Il y a une première d'équipe, la première heure et demie, c'est très magistral, et je suis un peu déçu de moi-même. Okay. Et puis, il y a d'autres cours, peut-être. C'est très variable suivant les cours. Donc, il y a des cours où c'est peut-être 50%, puis il y a des cours où on tombe peut-être à 5-10% de magistral. Idéalement, ça serait ça. On tombe à 5-10% de magistral et ils sont très, très actifs. Mais, donc, je n'ai pas une réponse générale, là. Mais l'idéalement, c'est ça. J'aimerais le diminuer au minimum. Et justement, si on avait la classe inversée et que ce que je suis encore en train d'exposer des fois comme ça, eux, ça, ils l'avaient appris par eux-mêmes, puis là, je tomberais à très, très peu de magistral. Donc, il va falloir parler avec Chris Furman, qui a fait une présentation justement sur comment lui a inversé sa classe avec des quiz Moodle puis des lectures, plutôt que des vidéos. Ouais. Moi, je nuancerais peut-être en disant qu'effectivement, c'est des formes magistrales, mais par exemple, moi, ce que je me permets de leur faire, c'est de leur montrer aussi beaucoup d'animations ou de vidéos, etc., parce que c'est quand même un énorme bénéfice. Là, je peux faire venir des conférenciers de prestige. Mr. Shive, bon, malheureusement, Dr. Shive est mort il y a 30 ans, mais c'est celui qui avait fait cette fameuse machine que vous avez vue qui fait onduler des ondes mécaniques. Tout le monde a déjà vu cette extrêmement intéressant quand on veut montrer les principes de propagation, de réflexion d'une onde selon les terminaisons, l'impédance des terminaisons, etc. Bon, et bien, le MIT, ou plutôt Bell Labs, a mis cette vidéo disponible sur YouTube et j'ai le conférencier de prestige rêvé. Donc, on regarde la séquence de 5 minutes, ensuite on l'analyse, c'est génial. Donc, c'est sûr que c'est du magistral, mais c'est un petit peu différent de simplement moi. Donc, je crois que si on met tout dans tout, on a peut-être 50-50 pour le moment, mais dans ce 50%, ce n'est pas toujours Jérémy qui parle dans la classe, c'est peut-être Dr. Shive qui va venir. Oui, c'était sur la question de justement la fameuse quantité de matière. Là. On a moins de temps pour passer des choses. Mais ça, c'est un problème qui n'ira pas en diminuant. On sait que tous les domaines deviennent de plus en plus complexes. Il y a plus de choses à savoir. Donc, à ce moment-là, c'est des fois pas d'orienter les choses. Équipons les étudiants pour aller trouver ce qu'ils ne savent pas le jour où ils en auront besoin. Je pense que c'est une façon aussi de leur donner, en leur donnant la base, je pense que ça, c'est absolument essentiel. Puis après ça, ça peut être de dire, bon, ben oui, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, mais là, je veux que vous soyez capable, vous, quand vous allez vous confronter à ces problèmes-là, d'aller trouver l'information nécessaire. Est-ce que ça peut être une façon aussi de concevoir cette notion-là du manque de temps puis de la quantité de matière? Bon, je vais essayer de répondre, tu pourras compléter. Là, on parle donc développer leur capacité à apprendre par eux-mêmes, finalement. Donc, ce qu'ils vont faire dans des activités de type projet ou autre, ou cueillette d'informations quelque part. Donc, oui, ça c'est intéressant. Puis, justement, peut-être le défi là-dedans, c'est de leur faire pratiquer ce genre d'activité où ils trouvent des choses par eux-mêmes. Il faut qu'il y ait un crédit, il faut qu'ils reçoivent quelque chose dans la note. Puis ça apparaît important. Donc, prévoir des activités qui peuvent être en dehors du cours, où ils cherchent beaucoup par eux-mêmes, et ils apprennent à apprendre, mais il faut qu'il y ait un produit à la fin. C'est ça. Bon. Donc, oui, effectivement. Oui, effectivement. Moi, je compléterais juste en disant que le cours d'acoustique, puis c'est vraiment pour revenir à la matière qu'on diffuse, c'est quelque chose de très particulier pour un ingénieur mécanique, parce que c'est complètement contre-intuitif. Okay, les premiers ingénieurs chez Bombardier qui se sont dit, OK, il y a trop de bruit dans le capot de la motoneige, ils se sont dit, c'est parce que ça vibre, on va l'empêcher de vibrer, on va mettre des raidisseurs. Et ils se sont rendus compte que, OK, ça vibrait moins, mais ça faisait plus de bruit.
Et là, ils se sont dit, mais comment c'est possible? Donc c'est vraiment ce qu'on va leur montrer en acoustique, c'est finalement que toutes ces choses contre-intuitives, elles ont des fondements physiques et mathématiques qu'on va leur expliquer pour qu'ils aient les bons réflexes. Et donc ce qu'on leur dit souvent au début du cours, c'est on leur dit, on veut que vous ayez les bons réflexes parce que ce n'est pas vous qui allez forcément régler les problèmes, mais vous allez interagir avec d'autres corps de métier, des ingénieurs, des consultants, etc. Il faut que vous ayez les bons réflexes, les bonnes données de base, mais avec ce petit bémol qui ne vont pas être acousticiens du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Et ça, je pense que c'est peut-être propre au cours d'acoustique parce qu'évidemment, ce n'est pas le cas dans d'autres cours, et donc distinguer le fond de la façon dont on le diffuse, peut-être. Vous nous avez montré, d'abord merci pour la présentation, je trouve ça très instructif et très intéressant. Vous nous avez montré la qualité d'écoute dans votre cours d'acoustique, c'est déjà un bon point. Je voudrais savoir si vous aviez aussi, vous êtes satisfait de la qualité de présence, c'est-à-dire de la présence des étudiants dans les cours avec cette approche-là. Bon, il y a plusieurs volets à la réponse. Okay. Il y a un volet qui est très classique d'abord, très simple. C'est que dans les travaux pratiques en salle informatique, au début, dans l'esprit ETS, ils pensent que les cours c'est important, les travaux pratiques c'est secondaire. Okay. Certains. Okay. Donc au début, les gens ne venaient pas aux travaux pratiques. Enfin, non, ils venaient, mettons, à 50% ou 60%, mais il y en a beaucoup qui ne venaient pas. Et puis, malgré le fait qu'à l'examen, en salle informatique, on travaille les choses qu'on va avoir à l'examen, c'est comme très important. Et si vous ne le pratiquez pas, vous aurez du mal à le pratiquer tout seul. Alors donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est simplement de rajouter un point. Donc, il y a 5 ou 6 séances de travaux pratiques, suivant les années, et ils ont un point sur 100 s'ils viennent à la séance de travaux pratiques, que dans la séance, ils produisent le graphique, les résultats qu'on leur demande, okay, en équipe. Et puis, s'ils ne viennent pas, il faut qu'ils aient une excuse, etc., puis ils peuvent se rattraper, etc. Et juste avec ce petit point, ils sont très présents aux travaux pratiques, donc à 95%. Donc, c'est un petit peu bête, c'est-à-dire que la présence, malheureusement, dépend beaucoup du crédit qu'on va avoir. Il y a ça. Maintenant, dans les cours, moi, je n'ai pas le sentiment qu'ils viennent plus qu'un autre cours parce que c'est comme ça. C'est sûr, ceux qui sont motivés, ils viennent, mais il y en a toujours qui sont moins motivés par cette approche parce qu'ils disent qu'est-ce que c'est ça, etc. Puis qui se disent, moi, je suis capable de réussir mes examens sans aller au cours. Et donc, on en voit quand même. C'est leur stratégie générale, okay, où ils sont trop pris par le... Donc, ils ne viennent pas pareil. Okay. Donc, quand ils viennent, par contre, ils participent beaucoup. Mais il y en a qui est pris sur la formule, sur ci, sur ça, et lui, on sait qu'il ne vient pas. Pourtant, il est quand même très motivé, mais il n'a vraiment pas le temps. Et pour lui, c'est correct de ne pas venir à un cours. Okay. Donc, ça, on pourrait aller jusqu'à donner un crédit, un point pour le cours. Je pense que dans certains cours, ça s'est fait aussi. Mais donc, cette approche-là, à mon avis, ceux qui sont mordus, qui aiment ça, ben, ils viennent. Okay? Mais ça n'empêche pas qu'il y en a qui ne viennent pas. Parce qu'ils ont l'habitude de ne pas venir au cours. J'abonde dans ton sens. Il y a juste une petite nuance, puis je viens d'allumer, c'est que effectivement, moi par exemple, j'ai enseigné hier matin, donc j'ai un groupe de 30, ils étaient 26, donc ça fait un peu plus de 10% d'absence. Sauf que là-dessus, il y avait 3 étudiants qui étaient effectivement en compétition ou qui revenaient d'une compétition parce qu'ils étaient dans des clubs. Puis ces étudiants-là, d'ailleurs, avaient manqué déjà des séances. Et là, je viens de réaliser, quand tu as posé la question, qu'en fait, c'est un des problèmes qu'on a, c'est que je vous ai dit, tout est lié. Mais le problème, c'est que s'il manque un chaînon, là, les autres en subissent pas mal les conséquences. Donc là, je les ai vus d'ailleurs par courriel beaucoup pour essayer de rattraper parce qu'ils avaient manqué un TP et un cours. Et ça crée en fait tout un retard par rapport au projet parce qu'ils n'ont pas fait encore bien le diagnostic des sources. Et en fait, oui, je réalise qu'on en arrache à cause de cette équipe-là parce qu'en plus, ils ont décidé sur 4 d'être 3 dans la même équipe. Alors, parce que justement, ils ont les mêmes horaires, on se connaît bien, bon, super. Mais le résultat, c'est que voilà, j'ai une équipe qui effectivement a beaucoup de mal. Je ne dirai pas le numéro, mais c'est 2 fois 3. Mais en plus, aussi, justement, on peut dire ça parce que c'est très visible. Parce que dans notre classe, on a une répartition des équipes qui est toujours la même. Et d'un coup d'œil, on sait qui est là, qui n'est pas là. Et ça nous permet aussi d'intervenir en disant, écoute, tu n'es pas venu, est-ce que tu ne vas jamais venir au cours? As-tu un problème particulier? Parce que tu sais, tu travailles en équipe, et puis c'est important que tu sois là pour les autres. Okay? Donc, on le voit beaucoup plus aussi, puis on peut plus agir là-dessus.
Ouais. Pouvez-vous expliquer plus en détail votre mécanisme de pondération des notes des laboratoires en fonction de l'auto-évaluation, l'inter-évaluation au sein de l'équipe, là? Est-ce que c'est pour l'ensemble de la note? Est-ce que c'est pour une partie de la note? Y a-t-il des seuils maximum, des seuils minimum? Comment vous faites ça concrètement? Oui, c'est une bonne question parce que je ne sais pas si on le fait avec tout le détail qu'on devrait le faire, aussi bien qu'on devrait le faire. Okay? La façon la plus brutale de le faire, comme tout à l'heure, on avait vu, mettons, quelqu'un avait 70%, puis les autres 110%. Brutalement, on prend la note, on multiplie par ça. Okay? Alors, c'est sûr, il faut mettre des seuils pour pas qu'on dépasse le 100%, des choses comme ça. Donc, on met des seuils plus hauts. Plus bas, on n'en met pas trop parce que les gens savent les conséquences. Ils savent que vraiment, ça va réduire la note de ça. Alors, on pourrait mettre plein, oui, de systèmes qui vraiment ajusteraient tout ça très finement, possiblement. Alors, ma question est donc de façon plus pointue. L'étudiant qui a eu 30 de notes, est-ce qu'il signe? Comment les 4 étudiants de l'équipe signent? Comment ils vous gérez remettent ça? sur Moodle, ils doivent remettre sur Moodle leur évaluation. Donc, il y a des évaluations d'ailleurs aux premiers 3 laboratoires, une évaluation après chaque laboratoire. Donc, ils prennent l'habitude de le faire aussi, comme ça, à chaque laboratoire. Puis après, il y en a une pour le projet. Donc, ils font la remise de devoirs sur Moodle, et ça, c'est un fichier qu'ils doivent remonter, Qu'ils compléter. doivent ajouter. S'ils ne le font pas, ils ont une pénalité de 5%. C'est ça. Donc, ils doivent mettre ça. Et puis, donc, ça, c'est visible. Okay? Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut intervenir à ce moment-là, dire « je ne suis pas d'accord ». Puis, alors là, on va rencontrer l'équipe. Ils doivent le justifier quand ils mettent une mauvaise note. Ils doivent le justifier par écrit? Dans la feuille d'évaluation qu'on a vue, on dit comment on a travaillé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Puis il y a une petite case, pourcentage, etc. Est-ce que tout s'est bien passé, qu'est-ce qui a amélioré? Donc là-dedans, ils ont de quoi dire, écoutez, telle chose s'est passée, ou ça peut être d'un commun accord parce que la personne était absente et puis de lui-même, il a décidé que c'est vrai, il n'y a rien à dire, il n'était vraiment pas là, il n'est pas disponible, et donc il accepte le 0. Okay? Donc ils peuvent commenter effectivement là-dessus. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est là qu'ils tirent le signal d'alarme, et puis c'est là qu'il faut les rencontrer. Ouais, moi, c'est ça ce que je dirais, c'est que c'est vraiment, moi je m'en sers d'une façon peut-être un petit peu plus soft, mais d'abord le formulaire est maintenant sur Moodle, donc ils le remplissent directement en ligne, comme ça je le vois directement, je n'ai pas besoin de lire un fichier Word comme tel. Mais par contre, je m'en sers vraiment pour avoir le pouls de l'équipe, pour savoir s'il y a des dysfonctionnements, des problèmes que je n'aurais pas vu ou que le chargé de lab n'aurait pas vu. Ça me permet vraiment de savoir, puis ce que j'aime bien faire, c'est aller les rencontrer. Puis là, c'est arrivé, par exemple, une rétroaction que je reçois le lundi soir, ils ont un TP le mercredi matin, je vais aller dans le TP rencontrer l'équipe, dire bon écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire, comment envoyer ça, etc. Donc c'est un peu ce genre de prévenir plutôt que guérir, je dirais, parce que Donc vous encouragez une évaluation un peu formative à mesure, avant que ce soit le problème final, qu'on ne peut rien faire. Oui. Ça se passe un peu à plusieurs étapes. Oui. Plusieurs étapes, donc pour l'évaluation, vous avez plusieurs étapes. C'est un peu formatif. Ouais. Oui, mais disons, en gros, il y a comme 3 laboratoires, okay, où à chaque fois, ils évaluent, et puis effectivement, il y a une conséquence pour la note déjà. Donc, ils prennent l'habitude de le faire. Et pour le projet qui est plus d'envergure, ils le font à la fin. Donc, mais ils ont déjà l'expérience. Et l'avant-projet aussi. Donc, ça fait 5 évaluations comme ça. J'avais une question. Est-ce que vous avez évalué la satisfaction un peu des étudiants, à part l'évaluation, mais une évaluation un peu plus précise par rapport à l'approche? Non, je ne l'ai pas fait, puis je trouve ça aussi difficile à savoir comment faire. Par contre, dans les commentaires qu'ils mettent, on voit qu'il y a des gens qui adorent l'approche, puis des gens qui n'aiment ça pas du tout. Okay. C'est comme ça, okay. Mais on sent quand même une bonne participation. Il y en a peut-être qui participent un petit peu à reculons, mais c'est ça. Donc, c'est pas 100%, tout est beau, on est bien content, parce que ça les bouscule quand même. Bouscule, oui. C'est ce que j'allais dire. Je me souviens, c'est anecdotique, mais je me souviens d'avoir eu un commentaire où l'étudiant, beaucoup disaient, bon, c'est super pour démarrer la semaine, 8h30, c'est la seule raison de se motiver, etc., pour se lever, c'est parce que c'est un cours qui est dynamique, vivant. Mais il y en a un quand même qui a dit, bon, c'est quand même un peu trop vivant et un peu trop interactif pour un lundi matin à 8h30. Et je comprenais aussi, je me suis dit, ouais, c'est vrai que... Merci.